Avant de commencer, je voudrais vivement remercier l'Association marocaine de biologie médicale pour la qualité de l'organisation et pour la qualité du choix des orateurs. Et aujourd'hui, je vais présenter la place des deux indices, OMA et QUICKI, dans le diagnostic précoce de diabète de type 2. Le diabète. Comme dit mon cher professeur et chef de service, le diabète est une maladie grave. Pourquoi, à votre avis, elle est grave? En fait, parce qu'elle est silencieuse. Quand on a une rage de dents, on ne peut pas dormir, on ne peut pas aller au travail, on est obligé d'aller chez le dentiste pour se soigner. Mais quand on est à 2-3 grammes de glycémie, il se peut qu'on ne ressent rien et donc on ne va pas voir le médecin jusqu'à ce qu'on ait des complications graves, comme ce qu'on a eu le mois dernier au service. On a eu 4 patients, des jeunes patients, 3 hommes et une femme, qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques et qui ont eu une gangrène de pied pour laquelle ils ont été amputés, mi-jambe pour les 3 et la femme était mi-cuisse. Malheureusement pour la femme, elle a eu l'infarctus du myocarde au même temps. Amputation du pied, infarctus du myocarde, tout cela à cause du diabète qu'elle méconnaissait. En plus de ça, le diabète est très fréquent. C'est 1 adulte sur 14 dans le monde entier. C'est énorme. Et donc, plus on fait le diagnostic précocement, mieux c'est. Comme ce qui est mentionné par l'International Diabetes Federation, ils disent qu'il est fondamental de diagnostiquer le diabète le plus précocement possible. Pourquoi? Pour prévenir d'abord les complications, évidemment, pour mieux gérer la maladie et pour améliorer la qualité de vie. Vous imaginez nos 4 patients amputés de pied, leur qualité de vie actuellement, comment elle est. Et puis aussi pour réduire les coûts de santé. Et là, actuellement, on parle de la possibilité de réversion ou de retard de la progression de la maladie si on la découvre précocement. Pour pouvoir poser le diagnostic précocement, il est absolument important de connaître la physiologie ou l'histoire naturelle du diabète de type 2. Donc à l'état normal, pardon, excusez-moi. Donc, à l'état normal, pour que le glucose qui sert comme carburant puisse rentrer dans la cellule pour faire sa fonction d'énergie, il nous faut une petite clé qui est l'insuline, qui est ce triangle en orange. Quand l'insuline se fixe sur un récepteur, la porte du glucose s'ouvre et le glucose rentre dans la cellule et le taux de glycémie diminue dans le sang. Quand on a une insulinorésistance, pour une cause X, parce qu'on a des facteurs génétiques, parce qu'on a un mode de vie malsain, on mange malsain, on est sédentaire, parce qu'on est en surpoids ou en obésité, surtout lorsqu'on a une obésité androïde. Bref, quand on a une insulinorésistance, cette porte de glucose, elle ne s'ouvre pas malgré qu'on a cette insuline qui se fixe sur son récepteur. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'insuline puisse rentrer dans la cellule? Notre cher pancréas va fabriquer plus de clés, plus d'insuline, qui doivent toutes se fixer sur les récepteurs de la même cellule pour pouvoir ouvrir la porte à ce glucose. Donc vous comprenez très très bien de ce schéma que la première phase de l'insulinorésistance commence par une hyperinsulinémie. Donc le trait jaune c'est pour l'insulinémie et en noir c'est la glycémie. Durant le stade de l'insulinorésistance, l'insulinémie augmente, mais le pancréas arrive à gérer quand même la glycémie, il compense. Et donc, au stade de l'insulinorésistance, la glycémie reste normale, avec une hémoglobine glyquée normale, et à la GPO, c'est normal aussi. Ensuite, le pancréas commence à se fatiguer et commence à perdre le contrôle sur la glycémie commence à augmenter, et c'est l'état de prédiabète. Et l'insulinémie continue à augmenter également. Quand le pancréas, vraiment très épuisé,
Là, il perd le contrôle sur la glycémie et là, c'est le véritable diabète de type 2. Donc, au stade de diabète de type 2 et de prédiabète, vous savez très très bien qu'on peut faire le diagnostic à l'aide de l'hémoglobine A1C. Donc, merci à professeur Bouhsaïn de m'avoir appris cette information aujourd'hui. Donc, l'hémoglobine A1C et non l'hémoglobine glyquée. Et on peut également faire la glycémie à jeun ou le test à la GPO. Mais à ce stade-là, au tout début de l'histoire naturelle du diabète, comment peut-on dépister cette insulinorésistance? Eh bien, tout simplement grâce à ces deux indices, le HOMA et QICI. Alors, à votre avis, le terme HOMA, d'où vient le terme HOMA? Est-ce que vous avez une idée? Non? Donc, c'est tout simplement un terme qui rassemble les initiales de homéostasis, model, assessment, qu'on peut traduire littéralement en modèle d'évaluation de l'homéostasie. Quelle homéostasie? C'est l'homéostasie glucidique, évidemment. Et pour le QICI, c'est également un terme qui rassemble les initiales de Quantitative Insulin Sensitivity Check Index, qu'on peut traduire littéralement en indice quantitatif de contrôle de la sensibilité à l'insuline. Donc le QICI, il évalue la sensibilité. Le HOMA, il évalue la résistance. Ces deux indices évaluent les différents aspects de régulation glycémique et de l'homéostasie glycémique, et ils évaluent encore une fois la résistance et la sensibilité à l'insuline. Un petit mot sur l'historique. Donc, la première fois où le modèle mathématique HOMA a été suggéré est en 1976. Ensuite, en 1985, il y a eu la publication du premier modèle HOMA. Donc, ça fait presque maintenant 40 ans. Et en 1998, ils ont développé le HOMA 1 et on a un modèle plus sophistiqué et qui est le HOMA 2. Qui dans la salle utilise le HOMA 2 au lieu du HOMA 1? Alors, on va voir la différence entre les deux indices. Pour le HOMA, il y a deux types de HOMA, le HOMA IR et le HOMA B. Pour le HOMA IR, il évalue la résistance à l'insuline. Et pour le HOMA B, il évalue la fonction des cellules bêta du pancréas. Les deux indices se calculent à l'aide de la glycémie à jeun et de l'insulinémie à jeun. Mais leur formule de calcul diffère. Quelle est la formule de calcul pour le HOMA IR qui évalue l'insulinorésistance? C'est très simple. Donc, c'est la multiplication de l'insulinémie fois la glycémie et on divise par 22,5 quand la glycémie est en millimoles par litre ou on divise sur 405 quand la glycémie est en milligrammes par décilitre. Pour le HOMA B, on multiplie 20 fois l'insulinémie, on divise par la glycémie, de laquelle on soustrait 3,5 quand la glycémie est en millimoles par litre, ou 63 quand la glycémie est en milligrammes par décilitre. Alors, qu'en est-il du HOMA 2? Alors, le HOMA 2, je voudrais bien attirer votre attention là-dessus, parce que c'est un calcul plus sophistiqué. Il se fait grâce à un logiciel mathématique qu'on peut télécharger de ce site. C'est un site de l'université de Oxford. Donc, on fait rentrer la glycémie, l'insulinémie, et le logiciel calcule l'indice de résistance, le pourcentage de la sensibilité à l'insuline et le pourcentage de la fonction bêta pancréatique. Et il est plus fiable que le HOMA 2 en termes de prédiction de diabète de type 2. Voilà, c'est sur ce site qu'on peut télécharger ce logiciel. Alors, pour différencier le HOMA 1 et le HOMA 2, le HOMA 1 se base sur ce modèle graphique. Donc, c'est ce modèle. Donc, ici, on a l'insulinémie et là, on a la glycémie. Donc, plus on monte de ce côté-là, la sensibilité à l'insuline diminue
Et plus on passe de ce côté-là, la fonction bêta diminue. Alors, regardez maintenant pour le OMA2. Il est plus précis et plus sophistiqué que ce modèle. Vous comprenez bien qu'il nous donne des résultats plus ciblés. Ce qui est confirmé par cette étude coréenne qui compare le OMA1 et le OMA2 en termes de prédiction de prédiabète et de diabète. Et ils ont trouvé que le OMA2 a une valeur prédictive plus élevée par rapport au OMA1. Maintenant, comment interpréter un OMA? Quel seuil vous utilisez? Est-ce que le 2,4, le 2,7 ou le 3 ou un autre seuil peut-être? Le premier? Non? Premier? Deuxième? Le troisième? Personne? Ils peuvent être les trois. Pourquoi? Parce que la sensibilité à l'insuline elle est affectée par plusieurs facteurs, à savoir l'âge, le sexe, l'ethnie, l'état pubertaire, l'état nutritionnel. Il y a une grande variabilité dans la détermination des niveaux des cutoffs de le OMA-IR pour définir une insulinorésistance. Dans les études que j'ai trouvées, le OMA le plus bas était à 1,8 et le plus haut était à 2,87. Dans cette étude libanaise, par exemple, ils ont défini un cutoff de OMA à 2 pour les hommes et à 2,5 pour les femmes. Pour le Quickie, on va en parler, mais sachez que plus la valeur est élevée, plus la sensibilité est bonne. Et donc, pour le Quickie, ils ont pris comme valeur cutoff 0,34 pour les hommes et 0,33 pour les femmes. Dans cette étude qui a colligé les femmes qui présentent un syndrome d'ovaire polykystique, ils ont pris comme cutoff d'insulinorésistance 2,1. Chez les adolescents, à votre avis, est-ce que le OMA va être plus élevé ou plus bas? Élevé ou bas? Alors chez les adolescents, le OMA est plus élevé, comme dans cette étude, ils ont pris comme cutoff 2,87 pour déterminer l'insulinorésistance. Au Maroc, à défaut d'études pour fixer des cutoffs pour le OMA, on prend en général le cutoff qui est publié dans la revue médicale suisse, qui est de 2,4. Donc, quand une valeur de OMA est supérieure à 2,4, on parle d'une insulinorésistance. Alors, qu'en est-il du Quickie? Le Quickie, c'est l'inverse du OMA, parce qu'il évalue, lui, la sensibilité et non la résistance. Donc, la formule de calcul, c'est 1 sur le logarithme de l'insulinémie plus le logarithme de la glycémie. Et plus la valeur est élevée, plus la sensibilité à l'insuline est élevée. Mais cet indice est utilisé surtout dans les études cliniques, dans les cohortes, dans les grandes cohortes, et il n'a pas vraiment de grand intérêt chez une personne individuelle à part. Ils ont même publié le Quickie révisé, qui prend en compte les acides gras non estérifiés, vu que l'insulinorésistance et le métabolisme des lipides ont une relation complexe. L'insulinorésistance, elle altère le contrôle de la lipolyse et l'élévation des acides gras à jeun majore l'insulinorésistance. Comment interpréter le Quickie? Là aussi, il n'y a pas de consensus universel sur les valeurs normales du Quickie. Mais comme on a dit, plus la valeur est élevée, plus elle dépasse la moyenne, plus la sensibilité est bonne. Alors, illustrons cela par ce cas clinique d'une femme de 45 ans qui est en surpoids avec un IMC à 28 kg par mètre carré. En fait, ses deux parents sont diabétiques et elle craint maintenant de devenir diabétique. Elle a fait un bilan, donc sa glycémie à jeun est limite haute à 110 mg par décilitre et son insulinémie à jeun est à 20 microunités par ml. Alors, quel est son OMA-IR et son Quickie? À vos calculatrices pour nous donner les résultats.
Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui peut calculer? Je donne le résultat? Ah oui, il faut revenir. Alors? Il y a des applications maintenant qui sont... Vous avez trouvé combien pour le OMA 1? Alors, faute de temps, donc, je vais donner les résultats. Donc, pour le OMA 1, il est à 5,43. Mais regardez, pour le OMA 2, il est beaucoup plus bas. Il y a une grande différence entre les deux, le OMA 1 et le OMA 2. Et je rappelle que le OMA 2, il est plus précis que le OMA 1. Donc, le OMA 2, je l'ai calculé à l'aide du logiciel. Donc, j'ai fait rentrer la glycémie et l'insulinémie, qui m'a donné l'indice de l'insulinorésistance qui est à 2,67. Le pourcentage de la sensibilité à l'insuline qui est très bas, à 37,5, pour une valeur haute de 200%. Et le pourcentage de la fonction bêta-pancréatique qui est à 124%, qui est aussi basse, vu que la valeur haute est de 200%. Pour le Quickie, il est à 0,29. Alors, il est comment le Quickie? Donc, il est bas, ça veut dire qu'effectivement, il y a une insulinorésistance. Donc, cette dame a une insulinorésistance et elle a un grand risque de développer le diabète de type 2. Maintenant, quel intérêt pour le diagnostic précoce du diabète de type 2? Dans toutes les études que j'ai trouvées, ils confirment que ces deux indices peuvent prédire le diabète et le prédiabète, comme cette étude qui a été réalisée en Iran et qui a suivi 3000 patients normoglycémiques pendant 6 ans. Ils ont calculé le OMA pour tous les patients et ils ont trouvé une relation linéaire entre l'augmentation du OMA et le prédiabète et la survenue de prédiabète et de diabète. Au Japon aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont colligé 2200 patients normoglycémiques aussi et ils l'ont suivi pendant 2 ans. Et ils ont trouvé la même chose. Plus le OMA est élevé, plus le diabète de type 2 survient dans les 2 ans de suivi. Donc, les deux indices OMA et Quickie ont plusieurs avantages. C'est des méthodes simples qui nécessitent une simple prise de sang à jeun, peu coûteuse aussi, et ils sont fiables pour distinguer les différentes sous-groupes de population. On peut les utiliser également chez les enfants, chez les adolescents, et ils ont une forte valeur prédictive de survenue de diabète de type 2. Mais ils ont quand même des limites. Ils peuvent être pris en défaut si le prélèvement est réalisé à la suite d'un régime hypocalorique ou à la suite d'un programme d'entraînement. En plus de ça, donc, comme M. Monnier rapporte dans son grand livre de diabétologie, ces deux indices n'ont vraiment de valeur que lorsqu'ils sont utilisés dans de grandes études de cohorte ou d'essais d'intervention thérapeutique. Ils n'ont pas vraiment de grande valeur au niveau individuel, et ceci surtout pour le Quickie. Maintenant, quelle est la prise en charge de l'insulinorésistance? Alors, à votre avis, quel est le meilleur moyen pour prendre en charge l'insulinorésistance? Vous l'avez vu déjà? Alors, le meilleur moyen, c'est pas les médicaments, la diététique en deuxième lieu, mais le meilleur moyen, c'est l'activité physique. La perte de poids en deuxième lieu, et puis certains médicaments, on va voir. Pour la perte de poids, comment on va perdre du poids? Par manger sainement, en faisant une activité physique régulière. Et puis actuellement, il y a des médicaments qui aident à perdre du poids, à savoir le liraglutide, le sémaglutide, le tirzépatide et d'autres. Concernant les médicaments, en fait, il n'y a aucun médicament spécifiquement approuvé pour traiter l'insulinorésistance. Il y a des médicaments contre le diabète qui peuvent baisser la glycémie en améliorant l'insulinorésistance, comme la metformine et comme les thiazolidinediones, mais qui ont été retirés du marché à cause des effets cardiovasculaires.
Je termine par ce petit mot qui s'adresse aux patients qui ont une insulinorésistance et qui figure dans l'American Diabetes Association, alors qui compare l'insulinorésistance à un ennemi qui est invisible. On ne voit pas l'insulinorésistance, chose qui est frustrante et décourageante. Mais ils disent qu'il existe des tactiques efficaces pour combattre cette insulinorésistance, comme on a dit, le fait de pratiquer de l'activité physique, perdre du poids, etc. Donc si on doit retenir un message important de cette présentation, c'est qu'il faut agir tôt sur l'insulinorésistance pour prévenir et ou retarder le diabète de type 2. Et pour agir tôt, il faut d'abord dépister cette insulinorésistance grâce aux indices, aux mains et quickies. Et comme dit le proverbe qu'on trouve dans toutes les langues du monde, al-wiqayatu khayrun min al-ilaj, et je vous remercie.